Bonjour à tous, merci pour l'intérêt que vous portez pour ce webinaire. Ceci est un test son. Nous sommes en train de parler. Si vous avez un souci, surtout n'hésitez pas à éteindre et rallumer votre ordinateur ou bien à changer des navigateurs Internet. Si vous rencontrez des soucis, merci de contacter notre collègue Frédéric Bourillon par mail ou par téléphone. Donc, ces webinaires portent sur le pilotage intégral de la fertilisation azotée du blé avec Fertiadapt CHN et il a une durée d'une heure, entre 13h et 14h. Concernant les informations pratiques, votre micro ne fonctionne pas. Si vous voulez poser des questions, posez-le par le chat. Vous avez une petite icône questions-réponses affichée dans la barre en haut à droite. Sélectionnez l'onglet. On vous invite à inscrire votre nom, votre département, c'est pour convivial de savoir qui pose la question. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur Entrée. Une enquête des satisfactions sera proposée par mail à la suite de ce webinaire et aussi dans la conversation. Merci d'y répondre. Les webinaires sous-titrés en anglais sera mis en ligne en replay sur la chaîne YouTube d'Arvalis dans quelques semaines. Les travaux présentés dans ce webinaire s'inscrivent dans les projets européens NutriCheckNet, dont l'objectif était d'optimiser la nutrition des cultures à travers l'amélioration de la précision de la nutrition des cultures, en inventoriant les EAD en matière de nutrition et de diagnostic de la fertilité des sols, afin d'améliorer la phase de planification, puis la phase de réajustement et pilotage, et enfin la phase de évaluation des pratiques de nutrition des cultures. De plus, ces projets a établi un réseau thématique autonome multi-acteurs au niveau de chaque pays et européen pour faciliter l'échange de connaissances entre tous les acteurs concernés. Les projets donc a concerné 10 partenaires dans 9 pays européens, l'Angleterre, Royaume-Uni, l'Irlande, le Portugal, la France, les Pays-Bas, le Danemark, la Pologne, la Lituanie et la Grèce. Parmi les actions majeures du projet, nous avons collaboré avec différents projets de recherche. On a étudié plus de 200 projets, on a organisé plus de 20 activités interprojets. Ensuite, on a engagé plus de 90 agriculteurs dans les activités d'évaluation des outils et on a touché environ 1000 parties prenantes avec nos supports de communication et d'information. On a également mené différentes activités de communication, dont 27 webinaires dans 9 pays européens en 8 langues différentes, dont celui-ci fait partie. Et on a écrit 100 fiches de synthèse sur les pratiques en instruction des cultures qui ont touché environ 10 000 acteurs. Enfin, on a organisé environ 80 activités de journée au champ, et on a mené plus de 9 interventions politiques. Ce webinaire s'organise de la façon suivante. Une introduction menée par moi-même, donc Francesca Degan, ingénieure R&D en fertilisation basée en Île-de-France. Et ensuite, on a 3 séquences. La première séquence concerne les principes des fonctionnements du Fertiadapt CHN et son évaluation nationale, présentée par François Tolmes, ingénieur R&D en fertilisation basé à Clermont-Ferrand. Ensuite, on vous présentera des exemples d'utilisation des Fertiadapt CHN en région Hauts-de-France. Et ces exemples sont portés par Thierry Denis, ingénieur régional dans le Nord, basé à Villers-Saint-Christophe. Et enfin, on vous présentera également d'autres exemples de l'utilisation du Fertiadapt CHN, cette fois-ci au milieu méditerranéen. Et la personne qui a mené ces évaluations est Mathieu Marguerite, ingénieur régional dans le sud de la France, basé à Gréoux-les-Bains, qui va également conclure le webinaire. À la fin de la présentation de Mathieu, on aura quelques minutes pour approfondir certaines questions que vous aurez posées dans le chat. Donc j'invite maintenant François à présenter les principes de fonctionnement du Fertiadapt CHN.
Bonjour à tous, merci Francesca pour l'introduction. Donc, effectivement, de mon côté, je suis en charge de la recherche et développement de Fertiadapt CHN pour Arvalis et je vais vous présenter du coup le principe de fonctionnement de l'outil et les résultats d'évaluation nationale que l'on conduit depuis quelques années. Alors tout d'abord, afin d'introduire le sujet, je voulais partager avec vous quelques informations des travaux réalisés dans le cadre du Comifère qui ont permis de définir et de classer les outils de gestion de l'azote sur céréales à l'échelle nationale, donc en France. Donc parmi ces outils, on compte différents familles, différents niveaux. Un premier niveau qui représente donc le plan prévisionnel de fertilisation, donc qui est conduit a priori. Donc là, on réalise un calcul de dose prévisionnelle pour la culture avant la période de fertilisation. Un deuxième niveau qui permet de compléter du coup ce socle réglementaire qui est réalisé en sortie d'hiver cette fois-ci, avec une possibilité d'ajuster la dose en sortie d'hiver, notamment par des mesures de reliquat par exemple. Et un troisième niveau qui représente les outils de pilotage de la fertilisation azotée, qui sont définis comme des outils qui permettent d'ajuster la dose en cours de campagne sur la base d'un diagnostic plante. Donc tout cela pour vous montrer que finalement ces outils de gestion de l'azote représentent une certaine euh, variété et surtout des outils qui permettent de s'adapter en cours de campagne via des mesures réelles de l'état de la parcelle pour limiter les aléas et les a priori sur la dose qu'on apporte à la culture. Donc, comment s'adapter, c'est un maître mot dans un contexte climatique donc, qui est de moins en moins prévisible et de plus en plus incertain. Donc ces outils de pilotage, ils rendent de fiers services. On a vu, il y a plusieurs niveaux qui permettent de s'adapter au plus près des besoins de la culture, mais ils présentent toutefois certaines limites opérationnelles. Dans les outils disponibles aujourd'hui, on voit que tous sont inféodés au calcul de plan de fusion prévisionnel, même s'ils permettent de l'ajuster en cours de campagne. Et donc, du coup, de fait, le raisonnement de l'azote reste encore très dépendant de la notion d'objectif de rendement, qui est un élément de base, du coup, du plan de fusion prévisionnel. Deuxième aspect, c'est que même si on est capable, avec les outils de pilotage du dernier rapport, donc de piloter l'azote sur la base d'un diagnostic, aujourd'hui, seul le dernier rapport est piloté. Et ça pose des questions parce que du coup, les apports précédents, eux, restent inféodés du coup au plan de fumure prévisionnelle et ne le sont pas par définition. Troisième aspect, c'est que même si on arrive à intégrer de l'effet année via une mesure de reliquat, par exemple, ou via un outil de pilotage, on a toujours des difficultés quand on raisonne les apports d'azote d'estimer le degré de valorisation des apports précédents. Et ça, c'est une grande limite du coup de précision de ces outils. Et le dernier point, là, ça concerne peut-être un petit peu plus les outils de pilotage qui sont inféodés à des technologies de diagnostic de type satellite. Mais néanmoins, pour ces outils, qui représentent une part significative du marché, la date de livraison du conseil est assez peu flexible, notamment en lien avec la capacité d'acquisition liée à la météo et la nébulosité. Donc pour toutes ces raisons, les outils de pilotage intégral ont été développés de manière à lever toutes les différentes limites des outils existants. Et ces outils de pilotage ont eux aussi été définis dans le cadre de cette étude réalisée par le Comifère, du coup, comme des outils permettant de piloter tous les apports d'azote de la culture, donc finalement, tout au long de la campagne de fertilisation, être en mesure d'estimer et d'apporter la dose nécessaire à la culture. Aujourd'hui, ces outils, il y a deux outils qui ont été référencés comme outils de pilotage intégral par le Comifère. Le premier, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Fertiadapt CHN développé par Arvalis. Et le deuxième, c'est l'outil APN développé par INRAE. Donc en qualité d'outil de pilotage intégral, Fertiadapt CHN se base sur trois grands principes. Le premier, je l'ai dit à demi-mot précédemment, mais c'est qu'il utilise un diagnostic plante pour établir un conseil de tous les apports d'azote. Pour établir ce diagnostic plante, Fertiadapt CHN se base sur un couplage inédit entre un modèle de culture, le modèle CHN, j'y reviendrai un petit peu plus tard, et une technologie de capteur embarqué sur satellite pour sécuriser le modèle. Et ce couplage en temps réel permet d'avoir accès du coup à des diagnostics de culture permettant de piloter tous les apports d'azote.
Le deuxième grand pilier d'un outil de pilotage intégral et donc de FertiAdapt CHN, c'est de raisonner les besoins en azote sur la base d'une trajectoire d'INN minimale. Ce concept a été développé en 2017 par Clémence Ravier et du coup indique que le blé peut tolérer des carences azotées passagères sans impact significatif sur la performance de rendement en grains. Donc ces carences doivent néanmoins être maîtrisées hein, et donc c'est d'où la notion de trajectoire d'INN minimale, c'est-à-dire qu'on accepte que le blé soit carencé à certains stades, mais pas à n'importe quel niveau. Et le troisième aspect, c'est une notion de gestion du risque climatique. Donc là, c'est de plus en plus important hein, avec le contexte changeant qu'on connaît tous. Et là, typiquement, l'idée, c'est de positionner au mieux les interventions et surtout de les réaliser dans les meilleures conditions possibles. Pour construire FertiAdapt CHN dans la version qui est aujourd'hui, il y a eu un gros réseau donc, de développement et d'évaluation de l'outil, donc soutenu par de nombreux partenaires, et qui a permis du coup de développer l'outil et surtout d'améliorer un certain nombre de modules inhérents à l'outil. Donc en 2016, les premiers tests de pilotage intégral sont intervenus et petit à petit, au cours du temps, on a eu un certain nombre d'étapes de développement qui ont permis d'améliorer l'outil. Donc on voit hein, parmi ces étapes l'intégration d'une dynamique d'INN minimale dont je parlais à l'instant. Cette trajectoire d'INN minimale, nous, on l'a un petit peu enrichie avec des variantes de trajectoire d'INN minimale pour les adapter au mieux au contexte parcellaire. Les aspects aussi de risque, de gestion du risque climatique et après les aspects plus techniques de couplage donc en temps réel du modèle CHN avec des satellites et aussi des tests de prise en main d'utilisateurs et d'élargissement de la gamme de validité sur des contextes agronomiques de plus en plus variés. Donc pour soutenir ce réseau de développement, on a eu deux types d'expérimentations, des essais en microparcelles et des essais en bande agriculteur. Donc j'y reviendrai un petit peu par la suite pour vous expliquer la nuance entre les deux et les différents objectifs sous-jacents du coup à ces deux approches méthodologiques. Ce que je voulais partager aussi avec vous sur cette diapositive, hein, c'était un petit peu le volume expérimental du coup qui avait soutenu le développement de l'outil, qui est assez conséquent et matérialisé que depuis 2021, on est passé à une échelle majoritairement parcelle agriculteur pour faire de la preuve de concept hein, du coup de l'outil et de l'évaluation. Et que ce déploiement en bande agriculteur a été permis du coup grâce au savoir-faire d'Airbus via son service de Crop Analytics. Et cette aide, cette fourniture d'images satellites a été déterminante pour les avancées de recherche et développement. Alors, je vous disais qu'on avait deux réseaux d'essais à deux échelles différentes. Donc, le premier niveau, c'était un réseau d'évaluation en microparcelles qui présentait des avantages parce que l'évaluation était très précise. Le paramétrage du modèle CHN dans ces parcelles-là était réalisé par des gens qui connaissaient très bien l'outil. Le dispositif expérimental était bien adapté, hein, avec des essais en microparcelles avec des répétitions, ce qui permettait de bien gérer l'hétérogénéité terrain. Et aussi, donc du coup, des modules de courbe de réponse à l'azote. Alors la courbe de réponse à l'azote, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, typiquement, c'est ce qui est matérialisé sur le graphique de gauche. Là, on applique sur le terrain une dose croissante d'azote et puis on mesure la réponse rendement de la culture, ce qui permet a posteriori de savoir quelle était la dose d'azote minimale permettant d'atteindre le rendement maximal. Donc là, typiquement, on pouvait caler des règles de décision pour essayer d'ajuster l'outil et de faire en sorte qu'il soit capable d'anticiper finalement cet optimum de fertilisation avant qu'on ne mesure, donc avant la mesure du rendement. Le gros point négatif, par contre, hein, de ces essais-là, c'est qu'on ne pouvait pas accéder aux informations capteurs. Donc là, typiquement, on travaillait avec un modèle CHN seul, qui n'était pas couplé aux données satellites parce que les microparcelles sont trop petites pour cela. Et le deuxième niveau d'étude que l'on a conduit, hein, c'est le réseau d'évaluation en parcelle agriculteur. Donc là, typiquement, dans ce dispositif-là, on compare les performances de FertiAdapt CHN sur une partie de la parcelle aux pratiques agriculteurs qui sont conduites sur l'autre partie de la parcelle. Donc là, c'est vraiment une mise en œuvre opérationnelle où on est un petit peu moins précis pour évaluer les performances, mais néanmoins qui nous permet de tester beaucoup d'autres aspects, notamment la prise en main utilisateur, la faisabilité technique du coup de la mise en œuvre de l'outil, et aussi quand même de pouvoir évaluer les performances d'un couplage modèle-capteur vis-à-vis d'une conduite classique.
Donc, le principe de fonctionnement de l'outil dans les parcelles bandes agriculteurs, où on peut du coup coupler le modèle CHN avec des données satellites, est le suivant. En préambule, pour mettre en œuvre la méthode, l'utilisateur doit nous fournir un certain nombre de données qui décrivent la parcelle. Donc, typiquement, le type de sol, la localisation pour récupérer de la donnée météo, l'itinéraire technique, la variété, etc. Donc, toutes ces données parcellaires sont nécessaires à mettre en œuvre le modèle. Et l'utilisateur va aussi nous donner son planning d'apport prévisionnel. Donc là, on l'accompagne dans le choix de périodes de fertilisation qui permettent du coup de répondre au mieux aux besoins de la plante. Et avec toutes ces informations-là, nous, on est capable de mettre en œuvre le modèle CHN qui va projeter des niveaux de nutrition et de croissance de la culture à l'échelle de la parcelle et qui nous permettront, qui nous serviront de support en fait pour estimer ses besoins en azote et procéder à un conseil pour chacune des interventions programmées. Donc, pour sécuriser les simulations du modèle CHN, on le couple en temps réel avec des séries temporelles issues de capteurs, hein, donc les données biophysiques qui sont matérialisées par le satellite en bas, et qui permettent donc d'améliorer la précision du diagnostic plante du couple modèle-capteur. Et de ce fait, une fois que le système modèle-capteur est en route, on est capable, grâce à l'outil Fertiadap CHN, du coup, de préconiser une dose d'azote adaptée à chaque intervention programmée par l'agriculteur et aussi, du coup, de lui fournir une carte de préconisation qui permette de gérer la variabilité intraparcellaire. Donc, comment est-ce qu'on intègre la donnée satellite dans le modèle? Typiquement, on utilise une méthode d'assimilation de données qui repose sur les principes du filtre de Kalman. Donc, c'est ce qui est matérialisé sur le graphique en bas à droite. Le modèle va avoir en noir une trajectoire a priori. Donc là, typiquement, on parle d'azote aérien absorbé. Les images capteurs qui sont matérialisées par les petits points verts vont donner une information diagnostique du satellite. Et le filtre de Kalman va nous permettre, du coup, de tracer une trajectoire rouge qui est une trajectoire chimérique qui tient compte du coup de la forme de la courbe issue du modèle et de l'intensité donnée par le satellite. Et du coup, ce couplage permet de grandement améliorer donc du coup les estimations plantes du modèle en améliorant sa précision d'un ordre 2 et surtout d'intégrer tous les freins à la croissance qui peuvent intervenir sur la parcelle et que le modèle n'est pas capable de simuler seul. Parce que typiquement, aujourd'hui, CHN ne tient compte que des stress hydriques et azotés. Et ce qui renforce en fait l'intérêt d'un couplage modèle-capteur, c'est que le modèle bénéficie des capteurs, mais n'en est pas dépendant. C'est-à-dire que si les acquisitions satellites ne sont pas possibles pour des raisons climatiques ou autres, le modèle est quand même capable de continuer à fonctionner et de préconiser donc du coup des doses d'azote pour chaque intervention. Alors, depuis 2021, on évalue du coup au champ, dans ces contextes de bandes d'agriculteurs, l'outil Fertiadap CHN. Alors, on ne fait pas que l'évaluer, il y a une certaine partie des réseaux parcellaires qui sont vraiment là pour de l'évaluation, à proprement parler, et une autre partie, donc du coup du réseau expérimental, qui est vraiment là pour des objectifs de recherche et développement, dans des situations un petit peu moins maîtrisées, un peu plus complexes, notamment les systèmes ACS avec beaucoup de résidus ou encore les sols de craie qui sont encore les aspects que l'on travaille activement aujourd'hui et pour lesquels l'outil n'est pas totalement validé. Donc là, vous avez des cartes avec une illustration des parcelles en question, simplement pour vous montrer la diversité des situations agroclimatiques du coup qu'on a rencontrées. Et en termes de performance technique de l'outil, du coup, on s'intéresse à des réseaux annuels dans un premier temps. Donc, c'est ce qui est présenté ici, hein. Vous avez les exemples pour les années 2021, 2022 et 2023. Et à l'échelle de chacune de ces années, sur nos réseaux expérimentaux, on mesure 3 grandes variables. Le rendement en grains, qui est la première colonne, le taux de protéines, du coup, qui est la troisième colonne sur la droite, hein, avec les graphiques box plot, et la dose d'azote engagée sur la colonne du milieu. Et là, sur chacun de ces graphiques, on va comparer une situation pilotée avec Fertiadap CHN à une situation pilotée par l'agriculteur avec ses pratiques classiques. Et ce qu'on voit sur ces graphiques, c'est typiquement pour une année comme 2021 où le potentiel
environnementale était un peu plus élevée, c'est-à-dire qu'il y avait une marge de progrès en termes de rendement. On voit que l'outil FertiAdapt CHN permet donc de déplafonner les rendements en augmentant un petit peu la dose d'azote et permet aussi de sécuriser la teneur en protéines aux environs d'un objectif de 11,5%. À l'inverse, si on observe la situation 2022, où l'année était un petit peu plus contraignante en termes de potentiel et l'azote ne permettait pas de tout déverrouiller, typiquement, FertiAdapt CHN s'est adapté avec un rendement qui n'est pas plus élevé que le rendement agriculteur. Les freins étaient ailleurs. Par contre, FertiAdapt CHN permettait d'atteindre ce rendement avec un petit peu moins d'azote et typiquement, encore une fois, de stabiliser la concentration en protéines autour d'un objectif de 11,5. Alors, je ne vais pas détailler toutes les années expérimentales avec un degré de précision extrême, c'est simplement pour vous montrer la capacité de l'outil à s'adapter et aussi vous dire que ça présentait des limites, du coup, d'avoir une approche très technique, trait par trait, telle que présentée tout de suite, parce que dire que CHN fait plus ou moins de rendement, c'est une information imparfaite, parce que typiquement, dans une approche comme celle-ci, rendement, protéines et dose ne sont pas indépendants. Et donc, chaque parcelle, finalement, a un résultat qui dépend aussi de la dose engagée. Et du coup, pour arriver à évaluer l'outil en tenant compte du coup de cet effet parcellaire sur le triptyque rendement, protéines et doses, les approches les plus adaptées sont les approches économiques. Et pour réaliser l'approche économique, du coup, on a établi un certain nombre de scénarios de prix, notamment prix de vente du grain et prix d'achat de l'azote. Les prix qui vous sont présentés dans ce tableau représentent des grandes moyennes observées sur les campagnes 2021 à 2025. Et on a couplé ces scénarios de prix de vente du grain et d'achat de l'azote avec un barème protéine qui représente une grille de bonification réfaction moyenne à l'échelle nationale. Et quand on couple ces scénarios de prix avec les résultats observés dans les différents réseaux expérimentaux, on se rend compte du coup que les gains de marge azote associés à l'utilisation de FertiAdapt CHN sont globalement en moyenne positifs partout. Donc ça, c'est un point encourageant. Et ce que je vous ai entouré du coup en rouge et en vert, ce sont un petit peu deux typologies climatiques un petit peu différentes. La typologie 2022, comme je vous disais, où le rendement était contraint par d'autres aspects que l'azote, donc l'outil ne permettait pas de déplafonner, mais d'économiser de la dose. Et typiquement, voilà, on voit que quel que soit le scénario économique, les hypothèses de prix qu'on ait posées entre 2021 et 2025, l'outil oscille entre des gains de marge allant entre 15 et 35 euros. En contrepartie, des années où le rendement peut être déplafonné du coup grâce à l'utilisation de l'outil, on se rend compte que les enjeux économiques oscillent cette fois entre 60 et 95 euros. Donc, typiquement, on a toujours des effets positifs. L'outil permet de s'adapter à l'année, soit en déplafonnant du rendement, soit en économisant de l'azote, soit les deux. Et les enjeux économiques se situent entre 15 et 95 euros globalement. Merci beaucoup, François, pour ce panorama sur les principes de pilotage intégral et sur l'évaluation au niveau national. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails, des exemples pour la région Hauts-de-France et notamment sur des situations un peu particulières par rapport au panorama national que tu viens de nous donner. Donc, j'invite Thierry Denis à nous présenter les exemples en région Hauts-de-France. Tiens, bonjour à tous. Donc effectivement, depuis quelques années, on avait lancé l'outil dans la région et ces dernières années, on avait mis un petit peu le paquet sur essayer de creuser un petit peu toutes les situations qui pourraient se rencontrer dans la région et qui pourraient faire défaut. Donc nous, on l'utilise de deux manières un petit peu dans la région. Un pour évidemment, comme François l'a présenté, faire un suivi, un pilotage de parcelles, mais aussi on l'utilise aussi en tant qu'outil de recherche pour des situations un peu plus compliquées
où vous allez le voir après pour globaliser et suivre pas mal de parcelles en même temps et puis comprendre un petit peu ce qui se passe sur la région. Donc évidemment, pourquoi chez nous? Parce que la région Hauts-de-France est quand même un terrain propice en termes d'OAD. J'ai remis un petit peu le nombre d'hectares qu'il y a dans Farmstar tous les ans, avec surtout une très grande diversité de cas types chaque année. Donc quand je dis cas types, c'est des dates de semis très variées, des potentiels très variés, des sols aussi très variés. On a du sable, des craies, des limons plus ou moins profonds. Donc effectivement, il se passe souvent des choses très différentes entre parcelles. On a besoin de savoir un petit peu comment piloter tout ça. J'ai mis quelques exemples. On a plus de 20-25% de parcelles qui sont semées tardivement tous les ans, un mois ou deux après les autres. Et souvent, en fait, si c'est par exemple derrière betterave, dans des mauvaises conditions, on ne sait pas quel est le potentiel réel, s'il faut s'ajuster plutôt que ça, ou s'il faut forcer au contraire l'azote au début. À l'inverse, tous nos essais historiquement nous montrent que dans des bons limons, quand ça se passe bien, on peut souvent faire l'impasse, mais jamais personne préconise quasiment une impasse les yeux fermés comme ça au talage, et on a besoin d'indicateurs objectifs pour le faire, quoi. Et donc, c'est en ça que l'outil peut répondre aussi. Comment l'utiliser? On a essayé aussi de travailler derrière dans toutes les situations qu'on peut retrouver dans la région. Par exemple, quelqu'un qui serait en azote liquide, je vais vous illustrer ça rapidement après, mais en azote liquide, cette année où il a fait plutôt sec chez nous, donc c'est paradoxal, mais des fois il fait sec aussi en Hauts-de-France, l'azote liquide peut ne pas être bien valorisé, et donc c'est comment s'adapter à ça. Et souvent, quand on a ça, j'ai mis une illustration, c'est souvent là on avait des cartes Farmstar un peu toutes rouges à la fin, là où on disait qu'il fallait remettre 80-90 unités, mais parce qu'en fait, souvent l'azote des premiers apports n'avaient pas été bien valorisés. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de corriger ça bien en amont. De la même manière, une parcelle, on avait des parcelles en 2024, souvent avec pas mal de problèmes d'hydromorphie ou des attaques de piétin et chaudage. Souvent, il faut prendre le problème dès le départ et non pas attendre la dernière feuille pour pouvoir éventuellement piloter. Les autres utilisations, vous avez un beau cas d'analyse. Là, c'est sur le digesta. Beaucoup d'agriculteurs font maintenant des digestats en sortie hiver avec des 25-30 mètres cubes fin février. Et donc, on ne sait jamais quand est-ce que ça va se débobiner, l'azote là-dedans, et quand est-ce qu'il faut vraiment apporter son azote. Donc, c'est une utilisation possible. Et puis, j'ai expliqué tout en bas, pour mieux comprendre, on a un projet en ce moment de suivi de parcelles grâce au modèle, grâce aux satellites et les deux en même temps. On est capable de suivre des parcelles et de comprendre vraiment ce qui se passe, et notamment dans le cadre de parcelles ACS, avec le projet A3 COSAL. Vas-y. Alors, une illustration un petit peu de la diversité des situations, c'est qu'en haut à gauche, vous avez la théorie, c'est la courbe d'absorption d'azote sur laquelle on pilote généralement en 3-4 rapports dans la région. Mais quand on regarde, et c'est un peu toutes les suivis qu'on a pu faire cette année dans des parcelles réels agriculteurs, le graphique qui est juste en dessous, vous voyez qu'il y a une très très grosse variabilité. On dit en moyenne, le blé, il absorbe 150 unités à floraison, 150-200. Et puis, en fait, cette année, on avait des parcelles qui dépassaient largement ça, donc azote absorbé aérien. Et puis, d'autres parcelles qui ont péniblement plafonné à une centaine d'unités, avec des jours d'écart, au moins 15 jours d'écart avec 1 centimètre. Vous comprenez qu'il est très important de piloter toutes ces parcelles différemment. Et puis, on s'en sert du coup aussi comme outil de type BSV de l'azote, puisque quand vous avez toute cette série de parcelles sur la région, vous êtes capable de voir que certaines ont absorbé beaucoup, et c'est le graphique en haut à droite, et vont vous donner des rendements à 3 chiffres et plus, alors qu'un certain nombre de parcelles, exprimées en pourcentage, vont plutôt voir leur rendement plafonner. Voilà. Alors, François l'a montré tout à l'heure, un petit peu cette frise ramenée chez nous. On a pas mal bossé avec un grand nombre de partenaires, les chambres d'agriculture, les coopératives, les négoces, des CETA. Beaucoup de gens ont œuvré aussi à faire en sorte que l'outil soit parfaitement adapté à la région, avec les variantes, avec la contextualisation, aussi les courbes d'INN, la prise en compte de la météo, et depuis quelques années,
années, là, surtout depuis 2022, donc l'intégration de bornes agri en allant chercher l'intégration du satellite, pardon, et des tests en borne agri pour essayer d'aller chercher les situations les plus compliquées. Donc cette année encore, l'outil vient d'être commercialisé, mais on avait encore 35 parcelles dans des suivis, des cas particuliers encore cette année. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, un peu les différents types d'usages. Donc ça, c'est un peu la théorie quelque part. Est-ce que ça donne quand on regarde deux parcelles qui ont juste un niveau de RSH, le reliquat sortie hiver, complètement différent? La parcelle de gauche, vous avez un reliquat de 75 unités. Vous voyez que globalement, l'INN en rouge là, ne descend jamais en dessous de l'INN minimal. Donc on est une parcelle correctement pourvue tout le long. Donc là, c'est des parcelles où finalement, vous avez le résumé des apports en haut, mais vous les avez aussi sur le graphique avec les petits bâtonnets qui sont en bas. Vous voyez que cette parcelle-là, on a juste déclenché 40 unités aux alentours des pieds 1 cm, et puis un suivi light jusqu'au bout, puisque l'INN était contenu et était suffisant jusqu'au bout. Donc total apporté 120 unités. Alors que la parcelle de droite, vous voyez, avec un reliquat aussi faible, l'INN est descendu très rapidement. Et on a déclenché un premier apport qui a été bien valorisé dans cette situation. Et puis 1 cm de nœud dernière feuille. Donc vous avez les deux exemples. Hein. Donc on dit, on peut avoir tendance à dire que CHN fait économiser de l'azote. Ça dépend. Hein. Ça dépend vraiment des situations. On essaie de mettre juste la dose qu'il faut au moment où il faut. Donc, si on essaye de regarder un petit peu dans des situations très particulières, des utilisations très particulières, vous voyez ici, par exemple, ce qu'on peut faire derrière un digestat. Donc, je disais, un agriculteur qui met un digestat de 25-30 mètres cubes là, entre le 15 février et fin février, ok, on lui dit c'est important l'analyse parce qu'il y a plein de digestats différents et donc ils minéralisent pas tous de la même manière, mais en fonction de la façon dont il l'aura apporté, la période, l'état du blé à ce moment-là, etc., et son type de sol, quand est-ce que ça va vraiment minéraliser, quand est-ce qu'il va falloir qu'il apporte de l'azote, vous voyez que ça peut être très variable. Et l'outil tout seul, on lui a rentré la même chose que dans la méthode graine, hein, j'allais dire, c'est-à-dire qu'on a sur un digestat un KUQ azote, un coefficient d'équivalence azote proche de 50%, mais surtout il y a une variabilité de 20%, donc c'est très large. Et là, l'utilisation des images satellites aussi, en complément, peuvent réajuster les dynamiques. Et vous voyez que sur, par exemple, la parcelle de gauche, en fait, on a déclenché. L'agriculteur avait fait un petit apport lui-même, il avait eu peur, il a fait un petit 40 unités qui a servi à rien là au début, on le voit. L'INN, ça n'a rien changé. Par contre, donc le CHN a déclenché avec 1 cm une trentaine d'unités, et puis on lui a fait remettre de l'azote entre deux nez et dernière feuille, 90 unités au total déclenchées par l'outil. Et puis la partie à droite, là pour le coup, on voyait que l'INN descendait plus vite, ça a déclenché entre 1 cm et un nœud. Donc globalement, on a des situations très différentes, mais qui du coup permettent de s'adapter. Tous les digestats ne sont pas identiques et ça ne déclenchera pas toujours de la même manière selon les parcelles, mais c'est une bonne utilisation de l'outil en relais d'un digestat. Autre exemple, c'est ce qu'on travaille en ACS. Donc, je commence par les situations les plus compliquées. Donc, on a pas mal travaillé ça, je disais, avec Gros Transfert dans le cadre du projet AgroCosol. Là. Donc, on voit qu'il y a quand même une grosse influence des résidus de culture. Alors, pour vous dire que dans la parcelle de gauche, on est sur sur les deux parcelles, là, on est sur des résidus de précédents à C sur N très élevés. Donc là, c'est de précédent maïs grain. Et donc, vous voyez que sans travail du tout de ces résidus, à gauche, il en reste énormément et on voit que là, le blé peine à se développer. L'INN chute rapidement. Vous voyez que les deux premiers apports ont pratiquement servi à rien. Et puis après, on arrive à peine à contenir l'INN. Donc forcément, là-dessus, je vais dire, c'est les situations où encore CHN n'est pas opérationnel. Parce que là, en fait, clairement, on ne pilote pas du blé pour son INN, on pilote en fait d'abord de la dégradation de résidus. Donc c'est un peu une des limites et on est content de l'avoir souligné, mais effectivement là-dessus,
il faut encore des choses à creuser sur la gestion de ces résidus. Alors qu'à droite, parcelle où on s'est occupé un petit peu des résidus, vous voyez que l'agriculteur a fait un petit travail superficiel des résidus. Là, globalement, ça réagit aux apports. Et puis, un pilotage très fin qui a permis de gagner pas mal de quintaux dans cette situation-là. Donc voilà, en ACS, c'est toute une question de résidus. Quand vous êtes ici aussi en ACS, mais derrière à l'inverse des C sur N, des résidus à C sur N très faibles, type pois ou févrole, il y a deux cinétiques différents, des potentiels qui sont très bons, et puis des parcelles où soit vous faites l'impasse à droite au départ, donc c'était un petit peu chaud, mais on a pu faire l'impasse au départ, c'est quand même très rare, ou soit ça a déclenché quand même, hein, malgré ses précédents, on va dire, riches, et pour aller déplafonner le rendement. Donc soit des économies d'azote, soit effectivement des gains de rendement. Pour des situations qui sont finalement presque normales, puisque là on gère les résidus. J'en arrive aussi à une autre utilisation qu'on a eu beaucoup en 2024 avec beaucoup de parcelles inondées, hein, vous vous souvenez peut-être. Là, clairement, une parcelle inondée, on ne sait jamais quoi faire. Est-ce que le blé va repartir ou pas? Est-ce que le stock d'azote va être suffisant? Quand est-ce que je déclenche? Comment? Vous voyez qu'ici, on le voit sur la courbe en bas à gauche, là, le stock d'azote, même s'il était là, on voit que le blé n'en a pas profité, l'INN est plongé rapidement. Le premier et le deuxième apport ont à peine servi à contenir l'INN, j'allais dire. Et au final, on le voit en bas à droite, que ce soit le LAI, donc la biomasse, ou l'azote absorbé, dans les deux cas, le blé rame et on n'arrive pas à absorber correctement. Et donc, au final, vous voyez que le conseil CHN, il a même réussi à dire à la fin de s'arrêter au 15 mai, de ne plus faire d'apport. Donc, c'est une économie d'azote, on s'est adapté au potentiel qui, au final, n'est pas si moche. Hein. 90 quintaux, c'est pas si moche, mais était vraiment identique des deux côtés de la parcelle, avec les deux pratiques. Donc, adaptation, possibilité d'utilisation dans des situations compliquées où on ne sait généralement pas quoi faire. On a une dose totale, mais on ne sait pas si elle est adaptée ou pas. Autre exemple, j'en parlais au tout début, en 2025, c'était une année plutôt sèche après épi 1 cm dans la région. Est-ce que, si on simule un stress hydrique, est-ce que dans cette parcelle-là, c'est un limon sableux avec un RU moyen de 170, est-ce que le stress hydrique va vraiment impacter le potentiel du blé? Manifestement, vous voyez les courbes en haut à gauche, là, en termes de LAI et d'azote absorbé, pas du tout. Hein. Le blé a parfaitement géré le stress. Par contre, une difficulté à réagir aux apports d'azote. Donc CHN a déclenché des petites doses en azote liquide, mais qui étaient suffisantes. Hein. L'INN n'est pas descendu en dessous de seuil rédhibitoire. Et on a réussi à contenir l'INN, là encore une fois, et à adapter le potentiel. Donc, dans cette situation, on a mis un peu plus d'azote parce que manifestement, les premiers apports, on voit qu'ils n'ont pas. Il y a dû avoir des pertes liées au sec. Et donc, on a renforcé un petit peu pour aller chercher un peu plus de quintaux en fin de cycle. Donc, adaptation. Ça, c'est vraiment le cas typique d'une parcelle quand vous êtes en FarmStar ou sur n'importe quel OAD classique, vous êtes en fin de cycle. Ça, c'est le genre de parcelle, vous avez fait vos apports classiquement, 80 unités à épi 1 cm, un peu au talage, et vous retrouvez avec une carte toute rouge à la fin, et donc on se demande toujours s'il faut l'appliquer ou pas. Là, du coup, le fait de savoir et d'avoir pu regarder la dynamique depuis le début, on arrive à s'adapter, non pas que à la fin, mais tout le long du cycle. Et puis un dernier exemple, ça c'est le plus classique qu'on a chez nous, mais c'est pour dire que c'est quand même un changement de paradigme pour beaucoup de gens qui font du CHN on va dire en bon limon, en bonne parcelle, quand ça va bien. Souvent, s'il compare à sa propre pratique, c'est vrai que nos histoires de dynamique d'INN un peu minimale font que le blé a toujours tendance à être un peu plus clair sur le côté CHN que de l'autre côté. C'est normal, on l'a mesuré plein de fois. Ça dure souvent une quinzaine de jours, pas plus. Mais ça permet vraiment d'avoir des blés qui sont endurants et capables d'absorber plutôt en fin de cycle
Donc ça, c'est le cas typique. Souvent, ça fait des économies et parfois, ça fait même des économies et des gains de rendement, hein. C'est ce qu'on avait vu, par exemple, typiquement en 2023. Voilà, pour finir, sur cette dernière diapo, donc en fait, nous, l'objectif, c'était vraiment dans la région, c'était de voir toutes les situations dans lesquelles on peut lancer du CHN ou pas. Donc, vous voyez qu'effectivement, on a plus 70-80% de bons limons. Si c'est ce métaux, ben, c'est le cas typique. C'est une stratégie souvent proposée en 4 apports. François parlait de nombre d'apports, mais on propose une stratégie en 4 apports. Ça fait souvent faire l'impasse, mais pas toujours. Et s'il y a impasse, forcément, il y a souvent des jaunissements par rapport à ce que l'agriculteur peut faire à côté. S'il n'y a rien d'autre à côté, on ne s'en rend pas compte, mais ça peut faire ça pour une optimisation de fin de cycle. Donc ça, c'est le cas courant. Si on est en semis tardif, là, le cycle est plus court, donc on fait souvent plutôt ça marche très bien aussi, ça permet de s'adapter au potentiel et ça fait des stratégies plutôt en 3 apports. Là, on va encore creuser un petit peu, même si on a développé beaucoup de systèmes de correction grâce aux images satellites. C'est en craie ou en sable, puisque parfois vous avez des stocks d'azote que la plante n'est pas capable d'aller chercher. Donc, il nous faut effectivement ces systèmes de correction, hein. Néostock, comme on réajuste le stock, ou flag, et ben c'est une espèce d'alerte qui nous permettent de dire attention, il est censé y avoir de l'azote, mais l'INN chute, et donc on déclenche des apports. Donc, tout ça, ça a été mis en place ces dernières années, justement pour aller chercher des situations de plus en plus extrêmes. Voilà. Après, tout ce qui est parcelle à accident, bah, c'est vraiment dans ces situations-là, on ne sait jamais quoi faire. Inondation, piétin, échaudage, est-ce qu'il faut lever le pied, en remettre un peu, etc. Donc là, plutôt oui, hein, c'est vraiment des situations qui s'y prêtent bien. Et puis, je mettrai un bémol sur les situations en ACS, mais vraiment sans travail du sol et derrière des précédents AC sur N élevés ou même moyens, où là, en fait, faut déjà commencer par gérer d'abord les résidus avant de vouloir piloter du blé. Donc, c'est plutôt compliqué. Sinon, ACS derrière des précédents AC sur N faibles, il n'y a aucun problème. Et puis, dernière utilisation, je voulais illustrer derrière Digesta. C'est un vrai gain de pertinence. Donc, voilà, pas mal de situations maintenant qui ont été débroussaillées ces dernières années et qui permettent de proposer l'outil dans un maximum de situations. Merci beaucoup Thierry pour ce panorama des utilisations de CHN dans les contextes agro-pédoclimatiques du nord de la France. Et maintenant, on va passer la parole à Mathieu Marguerry qui nous présente les exemples en contexte méditerranéen, notamment par rapport à l'enjeu des risques climatiques. Merci Francesca, bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler de ce qui se passe dans le sud-est de la France où on teste aussi CHN et puis maintenant Fertiadapt CHN avec pas mal de partenaires que vous voyez ici parce que c'est des approches multipartenariales qui intéressent beaucoup des groupes d'agriculteurs dans des chambres d'agriculture ou des coopératives. Donc le contexte dans lequel on est dans le sud-est de la France, alors c'est pas réservé au sud-est de la France, mais nous on est en plein dedans, c'est d'abord une forte variabilité interannuelle des rendements. C'est-à-dire que les années se suivent mais ne se ressemblent pas du tout. Et c'est lié à des très grosses variations de contexte en termes de pluviométrie et de répartition des pluies d'une année sur l'autre, hein. C'est ce que vous avez illustré sur le graphique de gauche. Vous voyez que les rendements, bien sûr, ont progressé depuis les années 60, mais la principale caractérisation du changement climatique aujourd'hui, c'est des potentiels de rendement climatique qui varient très fortement d'une année sur l'autre. Donc évidemment, ça va avoir un impact sur la gestion de la fertilisation azotée, parce que l'objectif de rendement qu'on va placer, bah, il peut être très très variable d'une année sur l'autre. Et puis, d'un autre côté, là, c'est le graphique que vous avez sur la droite, on a une très forte variabilité des créneaux de positionnement de l'azote. Vous savez qu'on considère généralement qu'il faut 15 mm de pluie dans les 15 jours suivant un apport pour que cet apport soit bien valorisé. Vous avez ici ce nombre de jours où on peut positionner de l'azote bien valorisé, réparti par tranche janvier, février, mars et puis avril. Vous voyez que c'est très, très variable d'une année sur l'autre. Alors, les 2 dernières années ont été plutôt profitables, mais on a eu des années comme 2022 ou 2023, on a eu des très longues périodes de sécheresse et on a parfois, par endroit, dû cumuler 40 jours pour atteindre les 15 mm de pluie. Donc, dans ces situations-là aussi, ça bouleverse pas mal les stratégies d'apport d'azote des agriculteurs.
Est-ce que je dois, en tant qu'agriculteur, prendre un peu d'avance en végétation, mettre de l'azote pour anticiper le fait que je vais avoir des longues périodes sans pluie ou pas? C'est toutes les questions qu'on se pose avec les agriculteurs et les groupes d'agriculteurs actuellement ici. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a testé CHN. Et donc, vous dire aussi que, la traduction aussi, bien sûr, de ces aléas climatiques-là, c'est qu'on a un contexte économique qui est très contraint sur les grandes cultures. On a des potentiels de rendement qui sont plus faibles qu'ailleurs en France. Pour vous donner un ordre de grandeur, la moyenne de rendement sur 10 ou 20 ans en blé dur dans le sud-est, c'est 36 quintaux par hectare, alors que dans certaines régions, on est plutôt à 55 ou 60. Et donc, évidemment, on a une nécessité agronomique et économique de piloter les cultures le plus finement possible pour s'adapter à ce climat contraint et à ce climat très variable d'une année sur l'autre. Et donc, on a regardé un petit peu les écarts qu'on pouvait avoir entre la dose X, qu'on va calculer a priori, selon ce que vous a expliqué François au début. Donc, en gros, on cale les besoins d'azote en culture en fonction de besoins unitaires, d'objectifs de rendement, et puis on enlève les différentes entrées d'azote qu'on peut avoir dans le système. Et puis, donc, cet écart entre la dose X et la dose a priori et la dose idéale a posteriori qu'on remodélise avec les courbes de réponse à l'azote que vous a montré François. Et ici, vous avez, sur une dizaine d'essais des 10 dernières années sur le bassin méditerranéen, vous avez les écarts entre cette dose X recalculée a posteriori et la dose X a priori. Vous voyez qu'il y a des écarts. Alors, il y a des années où on n'est pas trop mauvais. Il y a des années comme 2024 ou 2025 où les potentiels de rendement étaient bons, donc il fallait apporter plus d'azote. Et puis, il y a des années où, au contraire, les potentiels de rendement étaient mauvais, voire certaines années très mauvais, où là, même avec un calcul de la dose X un peu fin, on avait tendance à apporter trop d'azote par rapport aux besoins du blé. Alors, dans ces situations-là, il y a des choses qu'on peut difficilement anticiper. Si on a de la fusariose, si on a un stress en fin de cycle très fort, ou plus fort que d'habitude pendant le remplissage du grain, ça va être difficile de l'anticiper parce qu'on a déjà positionné tous nos apports d'azote. Mais on a des situations où on va avoir un fort stress hydrique courant montaison. Et donc là, c'est des choses qu'on va pouvoir anticiper et c'est ça qu'on va chercher à anticiper, notamment avec tout un tas de stratégies qu'on teste, mais notamment le pilotage intégral et FertiAdapt CHN. Donc, une première évaluation de FertiAdapt CHN, donc ça correspond bien aux logiques dans le temps que vous ont montré François et Thierry. On l'a d'abord regardé en microparcelles et on continue de le regarder en microparcelles. Et donc là, vous avez un différentiel entre une dose X calculée sur nos essais et puis le pilotage CHN sur les mêmes essais. Vous voyez qu'on a tendance à mettre moins d'azote avec CHN. Donc ça va être aussi porté par, alors ce n'est pas tous les ans, ce sont des moyennes, donc ça va être porté par les années où les potentiels de rendement sont fortement réduits, sans avoir, et c'est ça qui est intéressant, d'impact majeur sur le rendement ou d'impact significatif sur le rendement. Et au final, il y a un petit quelque chose sur la protéine, on en reparlera après, sachant qu'évidemment, on est sur des essais ici en blé dur, parce que le blé dur est la culture majoritairement cultivée dans le sud-est, donc on n'a pas les mêmes besoins en protéines ou les mêmes exigences en protéines qu'on peut l'avoir en blé tendre, ils sont surélevés, on vise plutôt 13,5% de protéines. Donc voilà. Et donc vous voyez que finalement, si on regarde la ligne efficience d'azote minéral, on gagne en efficience, c'est-à-dire qu'il nous faut moins d'azote minéral par quintal de rendement et on n'a pas de perte massive de rendement, on n'a pas de perte de rendement significatif avec CHN pour au final beaucoup moins d'azote épandu, donc en moyenne. Même si bien sûr vous avez une grande variabilité des situations. Donc on est dans un contexte, comme dans toutes les régions de France, où on a un fort enjeu d'amélioration de l'efficience de l'azote. Et chez nous, on a des contextes climatiques qui sont très aléatoires et très changeants d'une année sur l'autre. Et donc, on a testé le pilotage intégral depuis 2 ans, on va dire, presque 3, chez les agriculteurs, où là, on fait du pilotage de l'azote avec CHN, mais avec le recalage satellite. Donc, c'est les dispositifs que vous a montré François au début. On prend des agriculteurs, on choisit les chambres d'agriculture et les coopératives, et qui coupent leurs parcelles en deux, une partie où ils pilotent selon leur méthode. Et derrière le selon leur méthode, il y a plein de manières différentes des agriculteurs de faire, parce qu'ils sont dans des contextes ou des systèmes de production ou des positionnements géographiques très différents. Et puis, on compare ça avec les préconisations d'un CHN bien calé, avec un reliquat, recalé avec un reliquat azoté en début de campagne, et puis les images satellites. Et vous voyez que quand on regarde l'ensemble de ces parcelles, on est plutôt pour le moment dans des situations profitables dans 10 cas sur 13, sachant qu'on a fait ça en 2024 et 2025, plutôt des bonnes années
chez nous en Provence. Et donc, on a plusieurs cas de figure. Donc ici, vous avez le rendement CHN versus Agri en fonction de l'azote minéral CHN versus Agri. Donc, on a un premier cas de figure en vert, c'est CHN qui a fait mettre plus d'azote par rapport à la conduite agriculteur et ça a été profitable au rendement. Donc là, c'est des cas de figure où on a accompagné le potentiel, c'est-à-dire que l'agriculteur n'aurait pas forcément mis autant d'azote pour accompagner ce potentiel. On a un deuxième cas de figure qui est également positif, qui est la même dose d'azote, mais tout de même un meilleur rendement avec CHN. Alors, quand il y a des petites étoiles, c'est que c'est significatif, hein. Donc, même dose d'azote, mais un meilleur rendement avec CHN. Donc là, on est plutôt sur un positionnement différent de l'azote avec CHN. C'est-à-dire que la répartition des doses d'azote sur les 3 ou 4 apports prévus a été différente et a été plutôt en faveur de CHN. On a un cas en jaune où là, on a moins d'azote qui a été mis avec CHN. On est dans un cas d'économie sans qu'il y ait d'impact significatif sur le rendement. Donc là, CHN a vraiment amélioré l'efficience de l'azote puisqu'on met moins d'azote pour ne pas perdre significativement en rendement. Et puis, on a un cas où il y a la même dose et le même rendement. Donc, vous voyez, dans tous les premiers cas qui sont évoqués là, c'est plutôt positif. On a amélioré assez fortement l'efficience de l'azote. Et puis, on a des cas quand même qu'il faut qu'on creuse aussi où finalement, CHN a fait mettre plus d'azote sans que ce soit profitable au rendement. Donc, on est en train de regarder un petit peu plus précisément ce qui peut expliquer ces cas. Ça peut être des types de sols très particuliers qui minéralisent très fortement, qui ne sont pas forcément bien pris en compte. Ça peut être des systèmes aussi ou des agriculteurs qui sont dans des pratiques très, très particulières, type ACS, etc. Mais voilà. Mais donc, on a, sur ces 2 premières années, qui sont plutôt des bonnes années, un retour assez positif de CHN sur l'efficience de l'azote. Et donc, on regarde aussi le taux de protéines. Donc, je vous rappelle, on est en blé dur. Et là, on a une petite vigilance, c'est-à-dire que vous le voyez sur le graphique de gauche, on a légèrement tendance à avoir des meilleurs taux de protéines côté agriculteur que côté CHN. Donc, CHN est parfois, c'est le graphique avec en bas à droite que vous voyez, est parfois un petit peu léger sur les derniers apports. C'est un peu l'inverse de ce qui s'observe au niveau national sur le blé tendre, où des fois on a des taux de protéines qui sont plus importants côté CHN que côté Agri. Là, c'est un petit peu l'inverse. Alors, ça nous permet aussi de travailler sur un paramétrage de CHN adapté sur le blé dur, plus adapté sur le blé dur, et de relever peut-être, étant donné les niveaux d'exigence de protéines en blé dur, peut-être qu'il y a des INN minimum, là dont vous parlez Thierry et François, qui sont peut-être à relever, à précocifier un petit peu en blé dur par rapport au blé tendre. Et ça, du coup, on a réussi à le pointer du doigt et finement le diagnostiquer avec les réseaux d'agriculteurs. Et donc, on dédie aussi des essais pour améliorer le paramétrage de CHN en blé dur pour relever un petit peu le taux de protéines par rapport aux pratiques usuelles qu'on peut observer. On fait le bilan économique aussi. Donc là, vous êtes sur des marges azote CHN moins, comparer des marges azote entre CHN et les agriculteurs. Donc les marges azote, c'est le prix, c'est ce que vous a expliqué François tout à l'heure. Hein, donc c'est les produits de blé, donc les rendements fois le prix du blé, qui tient compte aussi des réfactions qu'on peut avoir, hein, puisque bien sûr, il peut y avoir des grilles de réfaction et des différences de protéines, de mitadin ou de poids spécifiques selon nos modalités CHN ou Agri. Et donc, ce différentiel de marge azote CHN et Agri est mis au regard du rendement. Vous voyez que c'est très corrélé. Hein. En gros, quand CHN arrive à faire déplafonner de bon rendement, la marge azote est assez sensiblement améliorée. Et donc, en moyenne, sur 2 ans, voilà, on a une marge azote améliorée à peu près de 130 € par hectare, en prenant en compte un blé dur payé en moyenne à 265 € tonne, donc un prix moyen sur 10 ans. Actuellement, les cours du blé sont un petit peu plus bas, donc ça va resserrer un petit peu les différentiels de marge azote, mais ça restera toujours des conclusions dans le même sens. Et vous voyez que aussi cette histoire de protéines qui est un petit peu plus faible côté CHN que côté Agri, finalement, ne semble pas avoir énormément d'incidence sur les marges azote, parce qu'en fait, quand on est bas côté CHN, on est aussi bas côté agriculteur. Donc CHN a un petit défaut, mais qui n'a pas de conséquences très importantes sur les marges azote. Donc voilà, bilan plutôt positif pour ces 2 premières années d'études. Et donc au final, ça c'est des choses que j'ai déjà dit, mais voilà, on a une plus-value de rendement, on a une plus-value on a un petit point de vigilance sur le taux de protéines. C'est intéressant d'un point de vue efficience aussi de l'azote, où on a des choses assez variables, mais
Certaines années, quand le potentiel est fort à accompagner, CHN a tendance à en mettre plus, d'autres années moins. Et donc, toutes ces données vont être précieuses pour aussi ajuster les objectifs de nutrition azotée à floraison à l'objectif qualité, spécifiquement en blé dur. Au global, donc on voit que CHN, dans les premières années d'expérimentation, c'est assez prometteur sur le sud-est. Alors on a testé ça plutôt des bonnes années, donc on se pose aussi la question quid en année beaucoup plus séchante, puisque là on a le recul en micro-parcelles, mais c'est intéressant d'aller l'éprouver aussi chez les agriculteurs. Et puis on travaille aussi à continuer d'adapter l'outil à des climats incertains, avec des tests de différents modules de pluviométrie. CHN, une fois que les données météo sont acquises à un jour donné, que les prévisions météo sont prises à 5 jours, après on prend des climats fréquentiels pour projeter des trajectoires de croissance et d'INN jusqu'aux prochains apports. Voilà, on se pose aussi des questions sur le paramétrage de ces modèles de pluviométrie pour améliorer aussi la prévision de l'outil dans des climats qui sont très variables et qui sont très aléatoires. Voilà, donc en conclusion, sur FertiAdapt CHN, donc c'est un outil qui est disponible pour tous les auditeurs d'OAD via des API dédiés. Donc 2025, ça a été un premier lancement commercial via Airbus, et on a déjà à l'échelle France plusieurs centaines de parcelles qui sont pilotées. Et puis comme vous l'avez vu, la R&D continue. L'enjeu, c'est d'élargir la gamme de validité de l'outil. On a parlé des sols de craie, on a parlé de certaines situations en agriculture de conservation des sols avec des hauts niveaux de résidus, notamment des résidus carbonés à décomposer. On a parlé des objectifs en lien avec le blé dur, et puis on peut parler aussi d'optimiser la gestion de l'azote sur d'autres critères. On a beaucoup parlé de critères agronomiques ici, mais il y a aussi des critères économiques. On pourrait imaginer piloter l'azote selon des indicateurs économiques, des caractéristiques environnementales, de la croissance du carbone, etc. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de perspectives pour continuer à faire évoluer cet outil et ce type d'outils en termes de R&D pour qu'on ait une approche multicritère aussi de la gestion de la fertilisation. Et en conclusion, donc, tous ces travaux ont été réalisés dans le cadre du projet NutriChetNet, qui facilite l'échange de connaissances et voilà, l'évaluation d'outils opérationnels. On a les aspects ajustement, pilotage de l'azote. On voit qu'on a des innovations majeures en R&D qui sont aujourd'hui disponibles chez les agriculteurs pour partie. Et finalement, les outils de pilotage intégral, CHN, APN, et puis probablement d'autres qui vont arriver sur le marché, ils sont là aussi pour enrichir le portefeuille d'outils de gestion de l'azote disponible. Il y a les doses prévisionnelles, il y a l'ajustement en sortie d'hiver, il y a le pilotage dernier rapport, et aujourd'hui, on a une nouvelle brique qui est en train d'émerger avec le pilotage intégral. Et donc des outils qui vont permettre d'aider les agriculteurs peut-être à mieux s'adapter d'un point de vue tactique à des conditions agroclimatiques incertaines. Alors ça peut être les accidents climatiques, mais ça peut être des nouveaux systèmes de production, ça peut être des accidents aussi en parcelle, comme l'a illustré Thierry. Et voilà, ça offre des perspectives au final assez intéressantes sur le développement de nouveaux outils, des approches aussi multicritères, plus précises, plus complètes de la gestion de la fertilisation, et puis bien sûr des innovations qui sont aussi validées dans des conditions d'usage, dans leurs conditions d'usage par la réglementation, à terme pour s'affranchir de l'objectif de calcul du rendement prévisionnel. Merci beaucoup Mathieu pour ces conclusions générales et aussi pour les exemples très concrets concernant les risques climatiques en milieu méditerranéen. Donc le webinaire se termine dans quelques minutes. On a le temps pour une voire deux questions que je vais poser à l'oral. Donc la première question, c'est pour François Tolmes. Donc il y a eu quelques questions concernant la prise en compte de l'hétérogénéité parcellaire. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus de comment l'outil gère l'hétérogénéité spatiale? Oui. Alors oui, l'hétérogénéité spatiale, elle a été intégrée dans l'outil depuis 2022. On a développé en fait un algorithme qui s'appuie sur les images satellites, parce que ces images satellites nous permettent d'avoir accès
à un gradient spatial, du coup, de croissance via l'indice foliaire et de nutrition via la quantité d'azote absorbée. Et ça nous donne une vision assez claire de l'hétérogénéité de la parcelle. Et du coup, l'idée de cet algorithme, c'est de venir utiliser cette information d'hétérogénéité spatiale des images satellites pour calculer en tout point de la parcelle la dose adaptée du coup à l'état de croissance et de nutrition de la culture. Donc cet algorithme a été un peu optimisé pour des questions informatiques, hein, de temps de calcul, mais quoi qu'il en soit, il permet avec une grande précision du coup d'accéder à des cartes de préconisation. C'est-à-dire que l'utilisateur peut avoir à disposition une carte de mémoire, ça dépendra peut-être un petit peu des formats de distribution, mais une carte qui a une précision de l'ordre de 5 mètres par 5 mètres, où pour chacun des pixels, chacun des points de sa parcelle, du coup, il pourra avoir une préconisation de dose. Merci beaucoup François pour ces précisions. On a le temps pour une toute dernière question. Donc j'ai envie de poser à Thierry Denis. Donc tu nous as montré des photos avec les jaunissements de la parcelle de la partie CHN conduite. À quel moment, Fertiadac CHN, pardon. À quel moment du coup ces jaunissements doivent nous inquiéter? Comment savoir que le modèle est en train de se tromper? Et quelles actions il faut faire si on observe un jaunissement qui nous inquiète? Bah, oui, donc jaunissement, effectivement, ça peut, je le disais, ça peut être temporaire, hein. Enfin, c'est souvent temporaire, très souvent temporaire, ça dure une quinzaine de jours à peu près. Tout ça, c'est maintenant sécurisé, hein, puisque François vous l'a dit, mais maintenant on est en mode apport fixe, c'est-à-dire que dès le départ, l'agriculteur va choisir 3 ou 4 dates. Donc en fait, on sait déjà à l'avance qu'on va revenir au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et donc en fait, à ce moment-là, on pourra corriger. Si la carence était un peu trop forte, un peu trop violente, on pourra corriger. De toute façon, quand on produit le conseil, il y a toujours une marge de sécurité, on le reçoit un peu en avance, et il est valable jusqu'au prochain conseil, plus quelques jours encore. Donc en fait, on a une marge de sécurité. S'il y en a une chute à ce moment-là, il ne va pas chuter en dessous des références. Ça, c'était valable sur les toutes premières versions de CHN. C'est en ça où ces dernières années, on a pas mal progressé sur la sécurisation de l'outil, hein. Donc même si ça se voit, ça n'est jamais rédhibitoire, et donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. En plus, on sait qu'on a un prochain conseil qui va être livré, donc pas de souci. Merci beaucoup Thierry pour cette réponse. Eh bien, on a déjà dépassé des quelques minutes la fin de ce webinaire. Je remercie tous les intervenants. Je remercie aussi Anne-Anthony et Frédéric Pourrion qui ont géré la production de ce webinaire. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. Bonne fin de journée. Au revoir.